Enfin, ça, c'est très important. Et parfois, et j'insiste là-dessus, parce que parfois on ne se rend pas compte en lisant les livres. Hein. Tout ça paraît. C'est pour ça que ça m'avait intrigué quand je lisais ces textes d'historiens d'art. Ils mélangeaient un peu tout, ils passaient de Freud à Lacan, et puis de Lacan à Mélanie Klein, de Klein à Barthes, tout ça semblait assez évident. Et en fait, si on regarde bien dans le détail les modèles qui sont proposés, évidemment, parfois c'est complètement incompatible. On ne peut pas à la fois lire une œuvre d'art, enfin on peut évidemment, mais ça paraît incompatible théoriquement. On ne peut pas lire à la fois une œuvre d'art d'un point de vue lacanien et puis d'un point de vue planien, par exemple. Ou en sémiotique, on ne peut pas lire une œuvre d'art à la fois sur le modèle de Grémas, qui est celui qui a été l'un des pères de la sémiotique contemporaine, et sur un modèle, disons, jacobsonien, par exemple, Jacobson, ou de Barthes. Donc c'est des choses très... par exemple, Sartre, pour la phénoménologie, qui a écrit beaucoup sur l'art, sur Giacometti, par exemple, c'est l'un des plus beaux textes sur Giacometti. C'est Sartre qui l'a écrit, ça s'appelle La recherche de l'absolu, c'est un texte magnifique, qui n'est pas du tout un texte sartrien, en ce sens que si on lit ça, on voit la critique d'art, on n'a pas besoin d'avoir lu L'être et le néant pour comprendre ce texte, bien qu'il soit pétri d'idées qui viennent de L'être et le néant, mais ça ne se voit pas du tout. Et si on prend par exemple des positions comme celle de Sartre et celle dans son époque de phénoménologue et Heidegger, dans les années 30-40, évidemment, on a deux modèles complètement différents, alors que tous deux viennent de la phénoménologie. Alors, il faut peut-être prévenir déjà une question. La phénoménologie, c'est simplement l'étude des phénomènes, de ce qui apparaît, tout simplement. Et la sémiotique, c'est l'étude des signes. Donc, les signes, c'est tout ça au sens très large. Donc, on comprend qu'au travers de ce que tu as cherché à construire dans chacun de ces champs, donc avec leur extériorité, on reviendra peut-être à cette question, puisqu'après tout, il faudra peut-être se demander pourquoi ces trois-là et pourquoi pas d'autres, hein, pourquoi pas la sociologie, par exemple. Ce que tu essayes de mettre au jour, c'est les structures de pensée de chacun des systèmes. Est-ce qu'on peut dire ça comme ça? Oui, il y avait un peu cette idée de développer les structures de système. Alors, ce qui était difficile aussi, c'était d'expliquer comment tous ces gens-là, qui sont finalement des théoriciens à l'intérieur de chaque domaine très différents, mais j'ai pris quand même les principaux, à la fois se complètent quand ils sont repris par les historiens d'art ou les critiques, et à la fois sont très différents. Donc il s'agissait d'expliquer les structures profondes, disons principales de ces approches, et en général ça se met autour de quelques axes, j'en parlais tout à l'heure au début, et il se trouve qu'il y a des axes que j'ai évidemment choisis, que j'ai un peu canalisés, mais qui sont quand même présents. Par exemple, la question de l'expérience. Faire une expérience d'une œuvre d'art en psychanalyse, ce n'est pas la même chose qu'en sémiotique ou en phénoménologie, à cause de ces présupposés. On y reviendra peut-être plus précisément. Et donc c'était... bon, mais comme tu posais la question des structures, c'est-à-dire que finalement, ces structures-là sont ressorties, et c'est ce qui expliquait à la fois pourquoi il y avait des liens entre ces domaines apparemment, ces champs apparemment incompatibles, parce qu'on retrouve sur, par exemple, la question de l'affect, c'est des choses qu'on retrouve aussi bien en phénoménologie qu'en psychanalyse, pour des raisons différentes, et un peu en sémiotique. Donc il y avait, ou la vérité dont j'ai parlé, donc il y a vraiment des points qui sont traités de façon différente, mais qu'on retrouve. Alors évidemment, j'ai choisi cela parce que, toujours du point de vue esthétique, ce sont des questions qui se posent en esthétique. Qu'est-ce qu'une expérience artistique? On peut avoir une expérience qui n'est pas forcément esthétique. Toutes les expériences ne sont pas des expériences ni esthétiques ni artistiques. C'est pas ce que défendent tous les esthéticiens d'ailleurs. Il y en a qui défendent que toute expérience est potentiellement esthétisable ou esthétique, mais pas artistique forcément, etc. Donc on retrouve des questions sur l'affect, qu'est-ce que ça veut dire d'avoir une émotion dans une œuvre d'art? C'est des questions qu'on se pose depuis très longtemps en philosophie. Donc ce sont des questions finalement qui rejoignaient celles qui étaient posées par les esthéticiens, donc les philosophes de l'art, mais qu'eux avaient développé de façon autonome, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas forcément, c'est parfois le cas, mais n'avaient pas forcément recours à la psychanalyse, à la sémiotique ou à la phénoménologie. Alors par rapport en effet à ces trois champs, j'ai pris cela, et non pas en effet, j'aurais pu prendre la sociologie aussi, puisque Bourdieu a fait énormément de travaux, de sociologues ont travaillé sur la sociologie de l'art, parce qu'il y a même une discipline qu'on enseigne à l'université qui est la sociologie de l'art. Donc je n'ai pas pris cela parce que ça me semblait, ces trois-là me semblaient les plus, disons, les plus forts et les plus, qui avaient le plus imprégné les théories. C'est vraiment ça qu'on retrouve dans la plupart des textes de critiques ou d'historiens d'art. C'est vraiment ces trois-là qui prédominent, qui sont toujours présents d'une façon plus ou moins diffuse. Et ce sont vraiment ces trois-là autour desquels ça tourne. Bien sûr, j'aurais pu aussi un peu parler de sémiologie, de sociologie, pardon, et puis d'autres, même de psychiatrie, par exemple. Il y a eu beaucoup d'études de
psychiatre sur donc ce qui est encore un peu différent de la psychanalyse, sur l'art. Bon, il y a vraiment de quoi faire, si on peut dire. Il y a beaucoup d'autres domaines. Je n'ai pas non plus abordé, par exemple, l'architecture, la littérature ou la musique. J'ai vraiment pris les arts plastiques, parce que là aussi, il y a un point qui est commun à ces trois champs, c'est que ce sont des... là aussi, là où ça domine le plus, d'une certaine manière, c'est en littérature. Il est très facile, entre guillemets, d'avoir affaire à un texte littéraire et de le psychanalyser, puisque bon, c'est déjà du langage. En sémiotique aussi, qui est un système de travail sur le signe et les langues, le langage. Mais ça semblait étrange que des champs qui en fait se servent beaucoup du langage et de la théorie linguistique, des théories linguistiques, ou passent par le langage pour exprimer ce qu'ils ont à dire finalement, s'intéressent à des choses qui ne parlent pas, entre guillemets. C'est la peinture n'est pas parlante, n'est pas un système, disons, parlant par soi, comme un texte littéraire. Et donc c'était aussi frappant de voir comment la psychanalyse, qui est un lieu de parole, un lieu où on parle, où on écoute, s'intéresse à quelque chose qui est muet. Des œuvres qui sont muettes, alors évidemment elles ne sont pas muettes en ce sens qu'elles signifient quand même quelque chose, mais elles ne sont pas, disons, faites dans le langage.